Dans Le plus et le moins, vous faites comme un parcours de votre vie en vous arrêtant à certains moments ou dans certains lieux. Et il y a une année qui est très importante parce qu'elle revient plusieurs fois. C'est 68, c'est ce moment de liberté, ce moment aussi... Déchirure. Oui, voilà. Oui. Ça a été inauguré par la déchirure de la chemise de mon père. Et un bruit que je n'ai jamais entendu, mais qui, pour ça, est resté définitif. Le jour quand je suis parti de la maison, j'ai quitté la maison, alors on m'a dit qu'il s'était déchiré la chemise. Donc ces récits, sont courts. Je les écris dans des années un peu plus de poursuites judiciaires. Je ne me suis pas fait coincer dans cette affaire. J'ai gardé mon côté. Mais je n'avais pas la possibilité d'écrire avec du souffle, des histoires longues, parce que je savais d'être continuellement interrompu par cette affaire. Et donc ce sont les résultats de ces... comme des intervalles, comment on dit, fragmentés. Si c'est fragment entre une interruption et l'autre. Oui, tout à fait. Mais en même temps, cette forme, elle est extrêmement riche et forte, et je ne suis pas sûre que même sans cette question de la justice et du TGV de Turin, etc., vous auriez été amené à écrire autrement ça, parce qu'il y a aussi le fait que vous racontez une histoire, un moment ou un lieu, et puis ça s'interrompt, il y a une page blanche ou un bout de page blanche, et ça permet au lecteur d'imaginer, de construire aussi le lien entre les différents textes, de voir que parfois il y a des années qui reviennent, ou des motifs qui reviennent, et ça laisse une grande part au lecteur aussi dans le livre, non? C'est à vous. Oui, je sais bien. Mais je trouve que la forme est extrêmement intéressante parce qu'il y a un côté très personnel de ce texte, c'est vous, bon. Et en même temps c'est très ouvert au lecteur, à l'autre, puisqu'il peut entrer dans les textes aussi par ces interruptions, par ces blancs, par un imaginaire, et c'est une manière de se raconter sans être dans ce qui peut parfois être gênant dans une autobiographie, c'est le moi, ou je. Là, on échappe complètement à ça. Non, c'est pas une question. C'est vrai. C'est pas une question. Agréable considération. Et alors, le premier récit, c'est ce que j'appellerais la fable du pantalon long, qui contient tout, c'est-à-dire c'est ce moment où vous avez découvert le plaisir d'écrire, découvert une forme de vocation, ou en tout cas de respiration, ce serait ça votre vie, écrire, et en même temps vous avez immédiatement découvert l'injustice et le pouvoir. Et la faiblesse de l'autorité. Tout à fait, oui. La faiblesse de l'autorité des adultes, qui étaient des personnes dignes du plus haut respect, parce qu'ils venaient d'une histoire géante et tragique. Ils emportaient les signes, ils étaient des géants pour moi. Et donc connaître leur faiblesse, leur manque de précision, c'était une découverte qui s'est produite aussi à travers la lecture des livres de mon père. Parce que je pouvais comme ça apprendre les adultes. C'était juste les histoires des romans, et donc apprendre leurs déficits. Mais là, avec cette histoire
du malentendu, de cette erreur de valutation. Donc c'est démoli, c'est détruit mon respect pour l'autorité. Parce qu'elle n'avait pas, elle n'était pas digne d'être l'autorité. Et cet esprit de contradiction, donc, m'a accompagné. Et cet esprit de contradiction m'a permis de mettre mes mots à la place des autres mots. De mieux me défendre de la falsification de la version officielle Donc un effet secondaire du fait de lire beaucoup, c'est d'avoir un système immunitaire plus fort. Oui. Le vocabulaire, être patron de propre vocabulaire, est une immunisation contre les falsifications. Et vous écrivez que ça a été aussi une manière de découvrir que l'écriture, c'est, et je vous cite, un corps de délit qui dérange leur discipline. L'écriture, c'est un contre-pouvoir, en fait. C'est une manière de toujours échapper, que ce soit par l'imaginaire ou en racontant les choses autrement. C'est une possibilité de variation sur le thème, qui donne la multiplication des facettes et de la réalité. Parce qu'il y a un autre récit dans le livre où vous dites « Pourquoi est-ce qu'on ne nous raconte pas la guerre, en particulier, et les bombardements et l'histoire, comme ça, comme on vous la raconte à ce moment-là? Pourquoi on ne la raconte pas comme ça dans les livres d'histoire ?» C'est-à-dire qu'il y a une autre manière de raconter l'histoire aussi. C'est ça? Par le conte. Oui. C'est une histoire. La littérature est plus juste de l'histoire. L'histoire donne des torts, et après elle change d'avis, il renverse la version. Mais l'Iliade est plus juste, donne aussi rend justice aussi au vainqueur. C'est ce que peut faire la littérature. Oui, tout à fait. Et alors, il y a une phrase, page 73, que j'aimerais vous faire commenter. C'est à propos de Rabal. Vous dites, il a épinglé dans le titre d'un livre une définition qui peut s'appliquer à moi, et vous en avez un peu parlé d'ailleurs tout à l'heure, une trop bruyante solitude. Tel est l'état de mon crâne, pris d'assaut par des essaims d'histoire qui créent une ruche dans mon vide. J'ai appris ainsi que pour écrire, il faut être libre, expulsé, comme un logement où arrivent les histoires par caravane zigane en quête de l'espace de personne. C'est... Oui. Si, c'est une description de mon état d'accueil des histoires. Oui. Et est-ce que c'est une manière de dire aussi que votre identité, elle est constituée de ces histoires? C'est-à-dire que si je vous demandais qui êtes-vous, Eri De Luca, c'est toutes les histoires que vous avez... Je suis contraire au mot identité. L'identité, ça sert pour le passeport. Bien sûr, oui. Le je, alors. Votre je, votre moi. Je me réveille tous les jours et j'ai besoin d'être habité par une histoire. J'ai la tête complètement vide. Et alors j'ouvre l'Ancien Testament en hébreu et je fais entrer cette histoire en moi, qui se fait autour de mon crâne vide. Après, elle sort quand je ferme le livre. J'ai inauguré ma journée. Donc je suis un espace vide. Et ce que vous disiez de Naples, cet espace en dessous qui est vide et qui... Ouais. Naples, je peux imaginer, je peux dire comme ça. Ma vie, je la vis en napolitain, immédiatement. Mais je l'écris en italien, qui est le deuxième temps de l'expérience. Le temps où l'immédiat trouve sa déposition, son
endroit plus déposé. Vous dites aussi dans le livre, et je trouve que la forme du livre le montre, que vous êtes comme un pion d'échiquier qui ne connaît que le mouvement en avant vers la case suivante. Et j'ai l'impression que dans le livre, c'est ça. Il y a ce refus de la chronologie déjà, puisqu'on va en avant, et puis vous revenez en arrière, mais toujours pour avancer vers quelque chose qui est un avenir, en fait, ou un présent, mais qui est tourné vers le futur, vers l'avenir. C'est une pousse en avant qui n'est pas nécessairement une avancée. C'est l'impossibilité de rester dans la caselle, dans le carré. Oui, se pencher en dehors du carré, outside the box. Oui, toujours. Et alors, vous parlez, alors j'ai parlé de 68 tout à l'heure et de cette année assez centrale, de 1968. En même temps, vous parlez, mais j'ai mieux compris en vous entendant parler de la chanson et d'une forme d'oralité aussi, vous parlez de Bob Dylan et de l'importance de la musique, et la musique qui met, qui dit un moment et qui dit une époque aussi, et sa soif de liberté, peut-être encore plus fort que certains livres ou certains mouvements politiques. Il était un moment où cette jeunesse inventait sa musique. Oui. Que c'était une musique qui servait à marcher, pas à danser. On ne dansait pas avec Dylan. Donc c'était un autre emploi de la musique, au service ou à bénéfice d'une génération qui s'était placée dans la rue, au milieu de la rue. Je dois beaucoup à la jeunesse américaine, à sa résistance contre la guerre du Vietnam, au prix qu'elle a payé pour sa résistance contre cette guerre. Donc Dylan était indispensable, c'était évident qu'il fallait partir de là, mais Dylan, mais avant lui, Pete Seeger, Bobby Guthrie. Je prends Dylan parce que c'était le plus contemporain, le plus proche de moi. Mais... Oui, et c'est donc une manière de dire votre histoire à partir d'une multiplicité d'histoires que vous recueillez. Ce livre, c'est aussi une sorte de recueil d'histoires, d'abord parce qu'il y a plusieurs récits, plusieurs fragments, mais aussi parce que vous recueillez les paroles d'autrui. Je parlais de votre coiffeur tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres. Et en même temps, ce sont ces lieux. Il y a une importance très très forte de la géographie. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a toutes les pages de la fin du livre sur l'alpinisme. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que finalement ce livre c'est un peu comme une cartographie de votre intimité, ou une manière de vous dire par des lieux, par un parcours, par une manière d'arpenter et d'escalader le monde? Si, c'est mon petit atlas géographique, mais aussi historique, parce qu'il y a cette histoire du majeur qui incombe, qui pèse sur toute cette petite histoire minière que je connais. Donc c'est un format atlas.